C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler les slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Épisode 8. Des transitions, pas du béton. Expérience d'écologie transgressive. Coucou! En tant que personne trans, nos positions vis-à-vis des enjeux écologiques sont souvent invisibilisées, voire nos existences sont perçues comme antinomiques aux luttes environnementales. Pourtant, ces questions nous traversent tout autant et de plus en plus d'initiatives éclosent pour penser ce que les écologies trans peuvent être. On a pu notamment soulever ces questions avec Thorn, militant trans-anarchiste gravitant dans les milieux écoféministes, et Zosha, militante trans antispéciste. En novembre 2022, Floraison et Deep Green Resistance ont voulu organiser un événement dit écoféministe, le jour du souvenir trans, aussi connu sous le nom de Tidor, jour international de commémoration de nos morts et mortes, victimes de la transphobie. En réponse, plusieurs collectifs et personnes écologistes, féministes et queer se sont mobilisés contre la tenue de cet événement, porté par des groupes qui diffusent des idées transphobes, putophobes et eugénistes. Ces deux groupes écologistes se revendiquent d'une écologie anti-civilisationnelle, c'est-à-dire qu'à leurs yeux, l'origine des ravages écologiques se trouve dans l'idée de civilisation plus ou moins clairement définie, qui peut aller jusqu'à un rejet de l'agriculture, de la ville et des technologies. Sous couvert de ces critiques, et en s'appuyant sur une vision essentialiste du genre, il s'attaque aux personnes queer et plus particulièrement aux personnes trans. Cet événement s'inscrit par ailleurs dans un climat plus large de transphobie ambiante, avec notamment des événements plus mainstream avec des personnalités transphobes notoires. Un collectif, CART, pour Collectif d'action et de recherche sur la transphobie et l'extrême droite, s'est également créé pour mettre à jour les liens entre transphobie et idéologie réactionnaire, et éclairer, dans les milieux militants et auprès du grand public, sur les argumentaires transphobes, comme lors d'un atelier animé lors du Festival des Digitales à la Baudrière, début février 2023. Cet épisode s'inscrit dans cette dynamique en revenant sur la transphobie dans les milieux écolos et ce que les personnes trans peuvent apporter à ces luttes, et notamment les luttes antispécistes. On y parle d'écoféminisme et des liens aux masculinités, d'une certaine vision sacralisée de la nature et de l'importance de l'autodétermination des êtres vivants. Bonne écoute! Lors de cet épisode, on va utiliser plusieurs termes qui ne sont pas forcément connus de tout le monde, donc on va essayer de rapidement les définir avant de commencer. Le premier mot qu'on va essayer de définir, c'est celui de panique morale, qui est une réaction collective et médiatique disproportionnée, cherchant à manipuler l'opinion publique contre des pratiques culturelles ou personnelles, en général minoritaires, qui sont considérées comme déviantes ou néfastes pour la société. C'est aussi un terme qui permet d'expliquer la saturation de l'espace médiatique par cette manipulation, reposant sur des exagérations et mensonges, comme par exemple dans le cas du terme wokisme. Ensuite, on va se pencher sur le terme de féméliste, qui a été créé par Boucherie Abolition, un collectif antispéciste, définissant une solidarité des animaux identifiés femelles, et qui ensuite a été repris par le mouvement transphobe pour décrire ce qui est ressenti comme l'essence de la femme. Enfin, on va essayer de définir le terme de transitude, qui permet de mettre en avant les parcours ou trajectoires trans, plutôt que l'identité de genre individuelle, sous-entendue par le terme transidentité.
Je viens d'un milieu avec un capital culturel assez important, mais financier très modeste. Je suis une personne blanche. Je suis une personne handi. Maintenant, je ne précise plus forcément mes handicaps. C'est une position politique afin d'éviter une sorte de hiérarchisation de certains handicaps et créer une solidarité. Je milite depuis plus de 10 ans, d'abord dans les milieux anarchistes. J'ai toujours été impliquée dans les questions écologiques et sensible à ça. Et j'ai rejoint à sa création le collectif Voix des Terres depuis 2019. Et on vient de créer récemment un autre collectif, Carte. Et du coup, tu mentionnes justement comment tu as un peu navigué, comment tu es un peu dès le départ dans les milieux écolos. Est-ce que tu peux revenir un peu sur comment tu as navigué tout ça et notamment comment ça a pu croiser ou pas les différents aspects avec ta transitude, ta transition ou ce type de sujet-là, quoi, personnel et politique? J'ai vu les questions trans émerger il y a 10 ans lors de la manif pour tous et mariage pour tous. Et évidemment, on était plutôt du côté d'Act Up et on apportait plutôt du soutien. C'est là qu'il a commencé à avoir beaucoup plus de coming out, en fait, trans dans le milieu anarchiste. Et même si l'accueil n'était pas désastreux, il était vraiment pas qualitatif. Moi, j'étais encore beaucoup dans le placard et dans le déni, et c'est vraiment il y a quelques années que je me suis autorisée en fait à ouvrir ce placard. Et ne serait-ce que dans mon expérience dans mon collectif Voix des Terres, j'ai été la première personne à ouvrir aussi ces questions et à permettre qu'une personne, notamment non-binaire, rejoigne le collectif, qui était un collectif qui se pensait quand même pas mal en non-mixité, sans mec cis, mais quand même un peu trop, surtout en non-mixité meuf cis hétéra à la base. Et c'est un truc qui m'a, depuis le début, posé problème. Et par chance, en fait, il y a plein de personnes qui m'ont suivi et c'est un truc qui a évolué vraiment dans le bon sens dans notre collectif. Donc c'est l'une des choses dont je suis vraiment fière collectivement. Je ne m'attribue pas ce succès seulement. Et dans les milieux écolos à proprement parler, j'y ai pas traîné toujours mes pattes au gaz de manière régulière. Que ce soit sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou quand il y avait même il y avait un festival aussi à la Mutinerie et Coucouir, voilà, c'est le genre de choses auxquelles j'ai pu participer, et notamment la création du festival La Sève, qui était un festival écoféministe qui voulait se démarquer d'autres festivals qui avaient eu justement des propos essentialistes et transphobes et tout. Et malgré les efforts, le problème que j'ai pu constater, c'est que si à l'organisation, tu es en minorité, même s'il y a des efforts, les gens ne se rendent pas compte de ce qui va tomber dans l'escarcelle de la transphobie, de l'essentialisme. Il y a un boulot énorme à produire dans des organisations où les marges sont toujours en minorité. Ce qui amène que moi, à titre personnel, j'arrête en fait de participer à des choses où je suis en minorité sur ces questions, parce que sinon on se retrouve à faire une plénière à la fin où on va dénoncer les questions de transphobie et l'énorme malaise que ça a pu causer, les violences que ça a causé, et les gens réagissent très mal avec une réparation quasi pas existante, avec après des progrès qui sont faits par la suite, mais qui sont on va dire, pas toujours absolument non plus satisfaisant. Et ce qui est très très rageant, c'est que l'écologie a été beaucoup captée aussi par un certain écoféminisme ou certaines féministes qui sont dans un rapport au corps avec une sorte de compréhension de ce qui doit être naturel versus artificiel, extrêmement déjà bête. Vraiment, je vois pas comment le dire différemment, c'est très ras des pâquerettes. Moi, je sais que quand j'ai voulu... En fait, moi, j'ai vraiment découvert les milieux écoféministes en même temps que je commençais à me poser des questions sur ma propre potentielle transitude. Et je me suis pris des réflexions assez violentes
Et je sais que ça m'a fait vraiment avoir une certaine méfiance en fait envers les écoféminismes en fait de manière au sens large. Et c'est seulement récemment où j'ai pu rencontrer des personnes qui se disaient écoféministes et qui en fait avaient une compréhension beaucoup plus large. Parce que je trouve notamment dans le milieu francophone ça fait ça, parce que j'ai eu des retours beaucoup plus larges et positifs, on va dire, dans des milieux anglophones où il y a une compréhension en fait de ce que peut être l'écoféminisme, de ce que c'est le genre, de comment ça s'applique et ça se vit au quotidien, qui est beaucoup moins centré sur, de manière très très basique, les organes génitaux. Et si c'est pas trop violent pour toi, est-ce que tu peux essayer de... Est-ce que tu as des expériences similaires? Est-ce que tu peux revenir plus ou moins en détail selon ta volonté? Un exemple qui me semble représentatif, mais qui va être à l'intersection de plusieurs choses, c'est la question de comment la masculinité est perçue dans les milieux écoféministes et féministes plus largement, mais j'ai parlé surtout des milieux écoféministes parce que sinon je connaissais les milieux anarcha-féministes, mais il y avait un rapport à la masculinité dans les milieux anarcha-féministes parce que moi j'étais dans le militantisme d'action de rue et il y avait même un rapport au virilisme. Dans les milieux anarcha-féministes, il y avait un rapport beaucoup plus approfondi à la masculinité du fait d'un milieu extrêmement masculin. Donc ça faisait se confronter à la masculinité de manière intéressante, parfois aussi traumatisante, parce que c'était surtout du virilisme. Et dans les milieux écoféministes, c'est l'inverse. Enfin, j'ai connu deux types de féminisme, parce que dans le milieu écoféministe, on valorise énormément le féminin. Et il se trouve que mes plus belles qualités sont pas forcément féminines, dans ce qu'on attribue généralement au féminin culturellement. Et ce qui m'a le plus pesé dans les espaces écoféministes, à tel point que je me suis jamais dit écoféministe, mais plutôt juste anarchiste, c'est ce rapport aux émotions, où la colère est très peu exprimée, on doit parler très calmement et doucement, l'injonction à la bienveillance et la douceur sont omniprésentes. Et si je valorise le fait d'avoir des rapports apaisés et respectueux et faire du soin et du care entre nous, je pense qu'il y a une compréhension de ce qu'est la masculinité et à quoi on l'associe qui est extrêmement, pour le coup, toxique. Abusive, bébête, enfin très simpliste, sans nuance, et qui va diaboliser la masculinité en tant que telle, sans analyser justement les comportements, et donc venir essentialiser les personnes. Et j'ose même pas imaginer si on est un mec transracisé. Enfin vraiment, c'est intense. Donc, je pense que les milieux féministes, de manière générale, devraient beaucoup plus s'emparer de la question de la masculinité et s'interroger sur ce que ça signifie, qu'est-ce que ça leur fait ressentir, et de faire un travail sur le genre, en fait, sur leur propre genre. Surtout les personnes cis devraient vraiment comprendre que tout le monde a un rapport au genre et que tout le monde performe son genre. Je pense vraiment qu'on gagnerait à avoir de la nuance là-dessus parce que ça crée des sortes de micro-agressions, de décalage intense où dans les espaces féministes où les personnes trans ou déviants, dissidentes du genre peuvent avoir du mal à trouver leur place à cause d'une sorte de culture qui ne remet pas... Enfin, afin de s'opposer et de comme compenser le système patriarcal, c'est comme si on tirait de l'autre côté, ça recréait un déséquilibre. Selon les identités auxquelles on appartient, la masculinité, elle ne sera pas vue, perçue, vécue de la même manière, elle ne va pas s'exprimer de la même manière. Et la féminité, c'est pareil. Je trouve que tu as vraiment raison, et notamment dans ce truc de rigidification et aussi de naturalisation en fait, de ce que c'est la féminité et de ce que c'est la masculinité et de quel corps en fait incarne ça. Et souvent, c'est beaucoup plus, du coup, comme tu disais, ça va être les personnes en elles-mêmes qu'on va juger et pas forcément les comportements. Et pour moi, c'est vraiment dommage parce que c'est une question, c'est vraiment de l'essentialisme et c'est vraiment une question que les féminismes d'avant, en fait, historiquement, semblaient avoir
j'ai pas envie de dire réglé, mais en tout cas, il y avait un consensus sur l'essentialisme, c'est réac. Et du coup, de revoir apparaître ça autant dans des milieux féministes, mais aussi dans des milieux écologistes, et du coup, dans les milieux à l'intersection des deux que sont les écoféminismes, c'est vraiment dommage. Et moi, j'ai vraiment une vraie frustration. J'ai l'impression qu'on va vraiment à rebours, et je trouve que c'est pas non plus totalement innocent, en fait, cette question d'aller à rebours. Et du coup, en fait, souvent, on joue le jeu. Vu que c'est des trucs réac, on joue le jeu en fait de la droite et de l'extrême droite et du fascisme. Et en fait, finalement, les milieux qui se disent féministes et les milieux qui se disent écolos, mais qui ont cette rigidification, cette compréhension de la masculinité et de la féminité qui va être ancrée en fait très biologique, très naturalisée, et sans en fait avoir une réflexion nuancée sur les rapports que ont certaines personnes à la féminité, à la masculinité, comment ça entraîne leur comportement, etc. Ça rend en fait ces milieux-là très poreux à différentes idéologies qui vont être fascisantes, dans ce que ça convoit en tout cas. Je pense que l'autre chose dans les milieux féministes, et notamment écoféministes, écologistes, qui ont pu m'angoisser, même si je n'y ai pas été forcément confrontée directement, parce que c'était de toute manière pas les milieux qui m'intéressaient, qui m'attiraient, c'est cette sacralité très simpliste de la nature, très préservée et pure, qui est reprise en fait dans beaucoup de milieux écolos, où on retrouve cette question, là, en pleine pandémie de Covid-19, c'est l'immunité naturelle, et cette injonction aussi au tout naturel, au fait que certaines choses d'artificialisation de soi sont mauvaises, et donc de là à critiquer la prise d'hormones, on n'est pas loin. Et ça, c'est aussi d'une violence inouïe, parce que les personnes qui peuvent se permettre d'être, entre guillemets, au naturel, c'est des personnes qui vont être souvent blanches, bourgeoises, en bonne santé, cis, et que, étrangement, on entend moins de critiques aussi de la pilule, par exemple, qui est littéralement des hormones de confirmation de genre, d'injonction de genre, qu'on te file souvent très tôt, notamment en France. Au moindre souci, au moindre truc, on va te foutre sous pilule. Et la question des hormones, pour les personnes trans en tout cas, qui font ce choix, qui est parfois pas toujours un choix, mais voilà, qui en tout cas prennent des hormones, il y a vraiment cet argument qui revient, que ça va polluer, que ça va finir dans les rivières, et genre ça va transsexualiser les poissons. En fait, ça participe toujours d'une panique morale. Et ces questions de troubles dans le genre, de travail du genre, ça va toujours menacer aussi, qui est la première structure oppressive de la société, qui est la famille. Donc on ne peut jamais faire aussi une critique et de l'écologie telle qu'elle est portée par certains milieux, et du féminisme, etc., sans parler aussi de la famille, qui forcément, quand on est des personnes trans, le rapport à la famille est souvent très différent, très marqué. Et là-dessus, j'ai envie d'un peu évoquer ce que peut en dire Sophie Lewis dans Abolir la famille. Il y a clairement un besoin aussi dans le rapport à l'écologie de remettre en cause aussi la famille, la question de la place des enfants, et tout ça infuse forcément avec un rapport au genre. Et ça va forcément se relier aux questions notamment des transidentités. Et on a un rôle très important aussi à avoir de protection pour les jeunes. C'est une protection, mais une protection qui est collaborative et qui permet d'apprendre autant d'élus qu'on leur transmet aussi, nous, des choses. Et tout ça, c'est pour ça qu'en vrai, quand en face, les fascistes et les réacs, les féministes, etc., ont peur de nous, je pense qu'elles ont raison. Et je pense qu'il faut qu'on leur confirme parfois cette peur. Peut-être même qu'on assume.
En fait, qu'on assume que oui, ça va péter la famille, oui, ça va péter beaucoup de choses, et que dans la perspective d'une catastrophe climatique, je pense que les personnes trans sont des personnes mieux préparées à beaucoup de choses que la plupart même des écolos qui font du survivalisme avec leurs 2 bambins et leur 0 déchet, quoi. Il n'y a pas de pureté possible dans ce monde capitaliste. Par contre, on peut éviter les compromissions. Et je pense que les personnes trans ont une connaissance, pour la plupart, et surtout pour les personnes qui sont à la marge au sein même de la communauté, ont une connaissance de ce que c'est que la survie, de ce que c'est que la solidarité, de ce que c'est que la débrouille, de ce que c'est que la créativité, qui sont en vérité des choses essentielles dans des luttes écologiques, et qui seront aussi des personnes qui seront concernées par ça. Et je pense que les luttes trans peuvent bénéficier à toutes les luttes. Ce que tu disais sur les poissons, pour le coup, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et genre, c'est très intéressant parce que, en effet, c'est une panique morale dans la manière dont c'est cadré dans les médias et par notamment les féministes. Mais par contre, il ne faut pas non plus nier en fait, l'importance que ça a sur en fait, le réseau trophique, le réseau des eaux aussi, parce que en fait, si tu as du coup certaines populations de poissons qui vont prédominer, du coup, en fait, ça change la nature de ton eau aussi. Il y a un article qui est assez intéressant sur ça, c'est la différence entre comment ces enjeux-là ont été justement cadrés aux États-Unis et en Chine. Et aux États-Unis, en effet, à chaque fois, ils étaient là. Oh ouais, ça transsexualise les poissons. C'est la confusion des sexes. Va plus avoir de reproduction. Très alarmiste et très sur ces enjeux de sexe, en fait. Alors qu'en Chine, ils vont beaucoup plus ancrer ça sur justement les réseaux matériels dans lesquels ça s'ancre. Et genre notamment, en fait, pourquoi en fait, ces eaux-là sont déversées à cet endroit-là. Et comment ça affecte notamment les pêcheurs en fait, qui du coup ne peuvent plus pêcher certains poissons à cause de ça. Et du coup, pas du tout sur cette panique morale liée à on voit une augmentation des personnes poissons ou des personnes même humaines en vrai intersexes qui en fait n'a pas forcément lieu d'être. Parce qu'on voit aussi des adaptations dans les comportements reproductifs en fait, de certaines espèces. Et tout est une question de nuance en vrai. Et quand on dit que c'est la prise d'hormones des personnes trans qui est la cause de ça, c'est assez risible quand on regarde en fait, les chiffres. Parce que la consommation principale de ce qui est hormonal, c'est pas les personnes trans. Déjà parce que, en fait, en termes de chiffres de ce qu'on représente dans les populations globales, on est une extrême minorité. Si vous voulez interroger tout ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens, il y a des choses beaucoup plus matérielles et quantitatives qui ont des effets autres que la prise d'hormones des personnes trans, qui reste vraiment infime en fait dans les réseaux globaux. Ensuite, la chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est en effet la place des jeunes, que ce soit dans les luttes écolo, les luttes trans, les luttes de manière générale, mais plus particulièrement les luttes écolo. On voit vraiment ce double discours en fait, qui pèse sur les jeunes, qui est à la fois soit de l'instrumentalisation d'un statut de victime, et qui se reflète aussi dans les paniques morales autour des personnes trans, qui va être, les nouvelles générations sont victimes de ce qu'on fait actuellement, les futures et nouvelles générations. Et du coup, on les prive totalement de leur agentivité et on ne collabore pas du tout avec eux. Et c'est très démoralisant en vrai. Et ce second discours qui va être beaucoup plus, on leur lègue la responsabilité, nous c'est déjà trop tard, on ne peut rien faire. Et dans tous les cas, en fait, ça ne parle pas déjà de l'adultisme, enfin de l'oppression en fait systémique que vivent les jeunes, qui sont pas considérés en fait comme des personnes humaines à part entière en termes de droits, en termes de capacité d'action, de réflexion et de contribution en fait à la vie sociale, alors que beaucoup de jeunes en fait prennent des responsabilités mais qui ne sont pas reconnus en tant que tels. Et finalement aussi, un truc sur lequel je voulais revenir, que tu as aussi mentionné, c'est genre s'il y a des catastrophes ou les effondrements, etc. Et en effet, c'est quelque chose auquel, genre même sans parler d'écologie, c'est quelque chose dont on parle entre personnes trans, parce que, en fait, en tant que dépendant du système de santé et des réseaux, les réseaux pharmaceutiques,
on a vraiment conscience en fait que à n'importe quel événement, tout peut nous être enlevé. Enfin, c'est quelque chose aussi que disait, je ne sais plus quelle grande féministe, mais nos droits, faut jamais les prendre pour acquis et c'est quelque chose qu'il faut toujours être sûr de pouvoir conserver et de pouvoir assurer. Et c'est un peu pareil en termes matériels aussi de ce à quoi on a le droit matériellement de prendre et ce à quoi on a accès. C'est quelque chose qu'on voit très clairement dans les pénuries qu'on voit régulièrement en fait, d'année en année, que ce soit en termes de médicaments, mais d'hormones, qui est une forme de médicament, on peut dire aussi, enfin, de produits pharmaceutiques. Et c'est quelque chose dont ont vraiment conscience les personnes trans. Et il y en a aussi qui s'inscrivent du coup dans des réseaux DIY très punk, en fait, de réappropriation des savoirs qui sont à chaque fois très segmentés et très qu'on réserve en fait à une élite d'experts et qui en fait ça, c'est toute la lutte trans, hein. Qui a accès à déterminer qui est trans et qui a accès à quoi. À chaque fois, c'est des experts qui n'y connaissent rien en fait, à nos réalités, à notre vécu, de ce que c'est en fait d'être trans, et qui s'autoproclament experts, juste sur le fait qu'ils ont théorisé sur quelque chose qu'ils ne vivent pas matériellement. Et du coup, cette réappropriation des savoirs, c'est quelque chose qui se retrouve aussi beaucoup dans les luttes écolos, sur juste comment est-ce qu'on fait les choses au quotidien quand l'État et les systèmes ne sont plus capables de subvenir à nos besoins. Et les industries pharmaceutiques, c'est vraiment quelque chose où il y a peu encore cette réflexion de comment on se réapproprie les savoirs médicaux, comment on se réapproprie les savoirs en fait, qui vont être catégorisés comme modernes et auxquels une grande frange d'écologie en fait, se refuse de s'intéresser parce que pour LE, c'est quelque chose qui va être représentatif de la modernité auquel que la modernité qui, elle, en fait, rejette nettement, alors que c'est ce qui permet, en fait, de vivre à de plus en plus de gens, à une grande majorité de la population. Et c'est là, en effet, qu'on peut rejoindre avec la question du handicap, si tu en as envie. Je pense que je vais faire un détour sur la question des enfants et de l'adultisme, parce qu'il y a des liens très intéressants et des parallèles très intéressants à faire avec d'autres oppressions, notamment les questions de transidentité et de validisme. J'ai lu récemment un livre publié chez Eke Press et dont j'ai oublié tous les noms d'auteuristes parce que c'est un travail collaboratif, mais qui s'intitule Trust Kids, pour donc faites confiance aux enfants, et qui aborde les questions de domination adulte. Et il y a beaucoup de témoignages, notamment de discussions entre des parents d'enfants trans, et comment les choses ont été plus ou moins bien gérées. Donc c'était vraiment très intéressant. Et j'ai lu une analyse que je ne connaissais pas et que j'ai trouvée vraiment très éclairante. On a tendance à dire que les enfants racisés sont considérés plutôt par le monde, notamment blanc et adulte, comme des adultes plutôt. Et en fait, la personne qui a écrit ça, dont j'ai oublié le nom, mais je pourrais essayer de le retrouver, a dit que c'était l'inverse. En fait, les enfants racisés, ou même certaines catégories de population qui sont plus opprimées, n'accèdent jamais au statut d'adulte. Et qu'en fait, les enfants blancs, bourgeois, privilégiés, valides, vont être traités déjà, quand ils sont enfants, souvent beaucoup plus par des adultes, parce qu'on va leur accorder certains des privilèges qu'on n'accordera jamais à certaines populations, parce que ça va devenir de futurs citoyens qui vont entretenir ces rapports de système de pouvoir de domination. Et le parallèle qu'il y a à faire, c'est que dans le cas des transidentités, la médicalisation, en fait qu'on est infantilisé. D'où le fait qu'il est peut-être important de plus penser la domination adulte au sein de nos espaces à l'extrême gauche, mais d'autant plus quand on appartient à des marges. Et on sait à quel point les personnes handicapées vivent ces choses-là aussi depuis très 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 longtemps. Et là, je pense à un auteur et penseur et militant transmasculin, prolo, Andy, poète incroyable et qui mêle aussi dans sa prose les questions d'écologie, qui est Eli Clare. Dans
dans sa vision politique, notamment de l'écologie, il y a une nuance extrêmement fine. C'est quelqu'un qui a été élevé dans des milieux prolos, mais notamment dans une région d'exploitation du bois, avec un rapport très nuancé qui défie ces questions de pureté, beaucoup trop omniprésentes dans une certaine frange de l'écologie qui reste quand même hégémonique en France. Vous nous traitez comme monstrueux, vous nous traitez comme des choses qui se rapprochent plus de l'animalité. Et donc là, je vais rejoindre en effet la pensée de Myriam Bafou parce que elle a su vraiment relier les questions d'animalité avec les oppressions et comment en fait on peut embrasser ces identités de l'altérité et d'en faire une force politique en fait, d'arrêter de vouloir se normaliser. Mais du coup, oui, sur cette question du handicap, il y a vraiment comment penser les relations d'interdépendance qu'on a aux différents systèmes qui, en même temps, nous oppressent et en même temps nous permettent de survivre. Il y a pas mal de pensées, en fait, qui sont sans nuance, notamment sur ça non plus, et qui sont carrément non seulement validistes, mais eugénistes, dans les courants qui se disent libertaires, anarchistes et écologistes. Et on retrouve les mêmes derrière les propos transphobes, putophobes. On parle ici, bien évidemment, de DGR et de floraison, qui se sont fait de plus en plus connaître dans les milieux, notamment floraison qui a fait pas mal de contenu en fait, qui a permis de ramener pas mal de monde qui était dans les milieux anar, dans les milieux écolos, parce que les contenus qui elles se faisaient étaient en fait vraiment carrés. Mais les gens, du coup, on continue à les écouter, même quand ils ont en fait commencé à propager toutes leurs idées réactionnaires, nauséabondes, qui, on hypothétise, devaient être là dès le début. Et c'est vrai que c'est des personnes qui utilisent exactement les mêmes méthodes que l'extrême droite. Voilà. Dans les méthodes, c'est exactement la même chose. Dans le fond, ça commence à y ressembler de plus en plus. Il est de la plus haute importance de ne pas laisser la place à ce genre de mouvement dans nos milieux écologistes parce qu'ils avancent toujours masqués. Toujours masqués. Ils ne vont pas assumer ou parler de transphobie de manière ouverte. Il faut vraiment les y pousser pour qu'ils sortent un peu du bois et montrent leur vrai visage. Donc c'est ainsi que, sans se déclarer transphobes, ils vont juste dire qu'on peut débattre. Et ça, c'est le grand truc de l'extrême droite, c'est débattons de vos existences, alors que le rapport de force au niveau des droits est complètement inégal. Faisons-le sur notre terrain, faisons-le avec tout l'appui médiatique et faisons croire surtout que c'est extrêmement subversif d'haïr une minorité et faire croire que c'est une question de privilège alors que c'est une question de pouvoir. Les personnes qui, les transphobes, et notamment les transphobes dans les milieux écologistes, et notamment qui s'inscrivent dans la pensée de l'écologie profonde de Deep Green Resistance, c'est des gens qui sont dans un mode de survivalisme apocalyptique, mais avec vraiment une dimension fascisante, très fataliste, très même misanthrope aussi, hein, et avec une sorte d'appétence pour comment préserver certaines choses de la civilisation tout en la critiquant. Et en fait, c'est vraiment intéressant qu'un mouvement anti-civilisationnel soit autant attaché à des sortes de fondements centraux dans la civilisation occidentale, tels que la famille et la question du genre. Et à ce titre, Deep Green Resistance et Floraison créent des liens avec des discours beaucoup plus conservateurs et font un pont vers l'écofascisme, comme on a pu le voir aussi dans d'autres pays. Et il nous semble vital de s'opposer à ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une dynamique collective de vigilance contre les discours transphobes, notamment dans les milieux écolos, parce qu'ils sont en train de prendre racine et que le fascisme, c'est la gangrène. On l'élimine ou on en crève, et le plus tôt est toujours le mieux. Et on a besoin d'analyse, on a beaucoup de billes qui nous viennent d'outre-Atlantique ou des pays juste anglo-saxons parce qu'ils sont déjà au stade 2 de l'épidémie transphobe.
Et là, les masques, ça marche pas malheureusement. Donc ça veut dire qu'il faut retrousser les manches, il faut se connaître, il faut se rassembler, il faut développer des outils, arrêter de réinventer l'eau chaude et se transmettre des savoirs. Et aussi se dire qu'il y a moyen de s'opposer efficacement à ce nouveau cheval de Troie de l'extrême droite et donc du fascisme. Bonjour, je m'appelle Zosha. Je suis militante transféministe, écologiste et antispéciste. Comment t'as entendu la première fois le mot antispécisme ou si c'était pas vocabulairement, mais juste qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience un petit peu des enjeux liés? Alors, antispéciste, c'est pas venu durant les premières semaines. On va dire que au début, c'était plus lié à l'ordre de l'émotionnel. Mon père m'avait cuisiné un veau. Et le dit veau, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était une sorte de vache. Du coup, je demande à mon père, mais du coup, le veau, c'est quoi? C'est la vache mâle. Il me dit non, mais c'est le bébé de la vache. Et moi, je te demande, mais what the fuck, je mange un bébé? Et ça m'a un peu dégoûté, ça m'a un peu traumatisé aussi. Ça a été une sorte de vague très rapide. Et en une semaine, j'étais pliée, j'étais végétarienne. Le véganisme est arrivé 4 à 5 mois après. Et la première fois que je suis arrivée à une marche antispéciste, ça devait être aux alentours de 2015 ou 2016, je ne sais plus précisément. Et là, j'entends les mots antispécistes qui viennent à mes oreilles. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était véritablement l'antispécisme. C'est le fait de faire passer nos intérêts non plus au premier plan, mais à les re-questionner dans leur naturalisation, dans le fait qu'en fait, ils ne doivent plus être considérés comme en avant vis-à-vis des autres espèces. Et du coup, nous, on a décidé de faire une interview avec toi parce que tu as publié donc une brochure qui s'appelle Trans et antispécisme. Est-ce que tu peux revenir un peu sur pourquoi tu as voulu faire cette brochure, dans quel contexte tu l'as faite et peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté, quelles réflexions tu as pu développer autour de cette brochure-là? Oui, c'était quand j'ai écouté le podcast de Kif Taras. L'intervenante, c'était une doctorante qui préparait sa thèse sur l'afro-véganisme, il me semble. Elle a voulu dire une chose qui me paraissait assez essentielle et que j'avais déjà connue avant, mais qui n'était pas assez théorisée à mon sens. Le fait qu'on va prendre non plus un corps universalisé, donc le corps blanc, cis-mec hétérocentré, mais un corps de meuf racisée et en l'occurrence une meuf noire. Et elle a commencé à parler de l'afro-véganisme, ce que ça voulait dire. Un mouvement qui, je crois, est théoriquement né aux États-Unis et en France qui commence à prendre racine, notamment avec le livre Sista Vegan de Silko et sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle. Afko, je crois. Afko, oui. Et là, je me suis dit, mais c'est une idée géniale de juste questionner de quel corps on produit la connaissance. Et je me suis dit, mais ça donnerait quoi en fait si on produisait la connaissance via un corps trans pour l'antispécisme? Et là, je me dis, je vais essayer. C'était une curiosité de ma part de savoir si vraiment ça avait du sens. Du coup, je commence à faire mes recherches et je reprends mon mémoire 2. Là, j'avais publié en 40 pages sur 120 pages l'histoire du mouvement trans de façon très synthétique. Et je reprends cette base-là pour faire ma brochure. Et je la compare avec l'histoire antispéciste. Je commence à faire des recherches sur d'où vient ce mouvement. Et je commence à repérer 2-3 noms qui apparaissent plusieurs fois. Yves Bonnardel, Émile Olivier, qui sont les principaux protagonistes du mouvement dans les années 90. Mouvement qui du coup émerge avec les cahiers antispécistes. Et je commence à parler à Yves Bonnardel en présentiel au bout de 2 jours parce qu'il a bien voulu avoir la gentillesse de m'accorder du temps. Suite à ça, il me parle de Fracas. C'est la 3e personne du groupe Les Cahiers Antispécistes.
Fracas, qui est un mec trans qui a été oublié de l'histoire du mouvement parce que David et Yves l'ont ostracisé. Et c'était à l'époque pour des raisons très sexistes. Là, je me rends compte que toutes les problématiques liées au féminisme que voulait apporter Fracas, mais aussi d'autres critiques qui s'avéraient être très constructives pour pas que l'antispécisme devienne trop mainstream, ont été écartées aussi. Fracas s'est dit, bon bah je me casse, je vais du côté du mouvement des lesbiennes radicales. Un mouvement qui était à la fois très révolutionnaire à l'époque parce qu'il portait des prétentions matérialistes qui étaient assez peu connues à l'époque, donc très innovateurs, mais très transphobes. Ce qui fait qu'ils s'en écartent assez rapidement aussi parce que bon, bah, je pense qu'ils se rendaient compte que I'm a boy and not girl. Du coup, ils transitionnent au bout de 10 ou 15 ans après, je sais plus. Et voilà. Et là, je me dis, ok, mais en fait, c'est pour ça que le mouvement est comme il est aujourd'hui, c'est qu'on a laissé la place à des théoriciens, mais qui étaient des théoriciens avec un corps universalisé, normatif. Et c'est pas l'une des seules raisons, mais je me dis que théoriquement, c'est parlant dans le sens où, en fait, quand tu portes une identité qui est reconnue partout et qui porte un tas de privilèges, forcément que tu vas oublier certains aspects sociologiques pour penser une théorie. Et là, le côté de je reprends un corps noir, je reprends un corps arabe, je reprends un corps queer, un corps trans, un tas de corps pathologisés, non normatifs, ça a du sens. Parce que nous, on va avoir conscience et consciente du fait que des problématiques qui ne semblaient pas forcément évidentes pour les pères fondateurs, comme il en est du mouvement antispéciste, sont en fait primordiales et qu'il faut les aborder. Donc pour les afro-vegans, c'était le côté de... Il y a le fait que les gens ont moins de thunes quand ils sont racisés et du coup ils ont accès à une malbouffe, ou ils ont accès à ce qu'ils peuvent trouver, donc c'est-à-dire des éléments transformés, de la viande de seconde zone, enfin plein de choses qui sont que accessibles dans des centres urbains un peu schlagos. En fait, les personnes trans aussi sont très liées aux oppressions des non-humains, parce que tout l'aspect en fait de l'histoire trans en fait est lié à l'histoire médicale des non-humains, qui sont exploités dès le départ pour tout ce qui est expérimentation en fait. Et tout le système d'endocrinologie, il s'est développé que grâce en fait aux expérimentations. Tu parles notamment des poulets d'élevage à un moment, mais les poulets en fait étaient aussi très utilisés pour expérimenter. Tiens, si je coupe les couilles du poulet et que après je lui regreffe à un autre endroit, est-ce qu'il va avoir les distinctions qu'on attribue à son sexe masculin, ou est-ce que ça va faire autre chose? Est-ce que tu préfères repartir sur ce que tu disais au départ, qui était que d'abord tu t'es compris vegan et ensuite tu as transitionné, et du coup qu'est-ce que ça fait en fait de transitionner en étant déjà dans ce milieu-là? Ou est-ce que tu préfères parler des liens entre des liens un petit peu historiques et de l'histoire croisée en fait des corps médicalisés, pathologisés, dont les trans, dont les corps des personnes trans et dont les non-humains et tout ça? Je pense que parce qu'en fait il faut que je réponde à ta question, enfin à votre question sur le fait que c'est quoi le bail entre trans et antispécisme, pour voir à quel point la théorie trans antispéciste peut être utile pour penser ce qu'on appelle l'autodétermination des corps. Il faut resituer ces deux oppressions dans en fait une instrumentalisation de leur corps qui semble réfléchir une même logique, une logique de rentabilité. Pour les animaux, c'est évident. On va dans le temps faire des sélections génétiques pour que les animaux puissent avoir au fil du temps une image que les capitalistes veulent qu'ils aient. Des corps plus ou moins beaux et qui soient extrêmement rentables. Ça, c'est une chose. Pour les personnes trans, en fait, c'est lié à l'histoire des femmes. C'est le fait qu'on doit produire un corps de femmes normatif qui répondent aux intérêts du patriarcat. Patriarcat qui est capitaliste, par histoire. Du coup, on a dit, voilà, une femme doit être hétérosexuelle, doit être mariée, avoir des enfants, être femme au foyer, mais surtout, elle doit reproduire la force de travail des hommes de façon gratuite. Sauf que les personnes trans arrivent et disent
YOLO, on est queer, et du coup, on remet en question le genre et la sexualité et tout un tas de choses que l'hétéropatriarcat a besoin pour se reproduire. Du coup, il est en PLS et il dit qu'est-ce qu'on fait? Et tu as un tas de chercheurs et chercheuses en psychiatrie, en endocrinologie, qui arrivent et qui disent bon, on va considérer qu'on ne peut pas faire autrement que les aider, parce qu'il y en a. Et il y en aura dans le futur, et il faut trouver une solution pour que le patriarcat et le système hétéronormatif ne soient pas détruits par ces folles en paillettes et en robe qui veulent nous balancer des fleurs à la gueule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va produire un protocole pour transitionner. Donc, il faut forcément qu'on s'autodétermine. Et c'est là qu'en fait, on voit apparaître ce qu'on appelle la culture DIY, do it yourself. Et dans cette culture, la théorie queer est vachement interpellante parce qu'elle dit, écoutez, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une structure. La structure, elle n'existe pas, elle est dans la tête. Du coup, vous transitionnez socialement, comme on dit, et on va vous aider à transitionner médicalement. Et on voit apparaître un trafic d'hormones un peu partout, où en fait on se distribue de la testostérone ou de l'oestrogène à balles, et on dit aux autres, si vous ne voulez pas modifier votre corps, on s'en fout, vous êtes trans dans tous les cas. Et la théorie psychiatrique est en crise, et elle dit, bon, on n'arrive plus du tout à réguler ce petit monde. Et en fait, les capitalistes ont peur, dans le sens où en fait, les personnes trans font de plus en plus de mal au système de reproduction hétéro-patriarcal capitaliste. Parce qu'en fait, le capitalisme a besoin des femmes. Et si les femmes se disent un jour, aux femmes, c'est social et pas naturel, alors dans ce cas-là, la sexualité naturalisée n'a pas de sens. Et on va voir émerger une sorte de vague révolutionnaire qui va dénoncer plusieurs choses à la fois. Parce que sexualité, genre, capitalisme, patriarcat, toutes ces choses s'entrecroisent. Du coup, les personnes trans antispécistes disent si nous on a le droit de s'autodéterminer, alors les animaux aussi. En fait, à travers tout ça, on dit que le capitalisme n'a pas intérêt à continuer dans cette progression de toujours vouloir réguler absolument tout et qu'il doit laisser la biosphère, le vivant, les animaux, les êtres humains s'autodéterminer. Et du coup, donc ça c'est des positions que toi tu défends ou qui peuvent être défendues par des positions trans-antispécistes, mais qui sont pas forcément et qui ne sont pas les positions des mouvements antispécistes ou vegan mainstream. Est-ce que tu peux revenir un peu sur toi, ton expérience que tu as eue dans ces mouvements-là, ou dans la brochure tu parles de l'expérience que tu as pu avoir un peu dans un sanctuaire où tu as été, et quels sont un peu les freins ou les difficultés d'accès à ces espaces-là Pour en revenir du coup à la question, on a cette démographie qui évolue et qui balaye l'héritage de la gauche, et les personnes trans arrivent et ont toujours existé dans le mouvement antispéciste, mais se faisaient un peu discrètes parce qu'on ne peut pas forcément intervenir face à des gens qui pensent tout le temps animaux et pas féminisme, transitude, antiracisme, validisme. En fait, toutes ces choses étaient mises au second plan. Là, on commence à avoir des rapprochements, des formes d'analogisme théoriques qui émergent, mais qui sont encore peu maîtrisées. Et du coup, on est dans des actions où en fait on nous demande, dans les milieux parisiens, lyonnais, marseillais, bordelais, on nous demande vraiment de rejeter nos préoccupations humaines et de dire, si on pense à nous, on est égoïste. Et du coup, les personnes trans sont égoïstes parce qu'elles pensent à leur transition, elles pensent à leur chirurgie ou à leur transition sociale ou au fait de ne pas se faire tuer par leurs parents. C'est inacceptable. Et du coup, on nous demande un peu de nous mettre un peu à l'oubliette. Ce qui fait que beaucoup de personnes trans se disent je me casse en fait, genre je reste vegan dans mon coin, mais par contre je vais pas militer. Et j'arrive au sanctuaire, il y avait environ 10 militants et militantes qui étaient là, qui étaient de tendance anarchiste, ou en tout cas pas forcément politisés ou avec des étiquettes, mais qui se disaient en tout cas d'extrême gauche. Et je milite avec ces personnes-là, mais pareil, on essaye d'oublier un petit peu la totalité sociale et nos préoccupations humaines pour se mettre au service, et les gens parlaient même devenir les esclaves des animaux. C'était un peu chelou. Et du coup, ça me fait du mal, parce que j'étais dans une période où je me définissais comme non-binaire, et je me posais des questions. Sauf qu'avec cette sorte de mentalité antispéciste, tu ne peux pas te poser pleinement les questions
Dans une sorte de microcosme, on te demande de ne pas penser à toi, justement. Donc pour une personne en transition, compliqué. Et je m'en éloigne, et par miracle, en fait, je me dis, bah, je peux repenser à moi, et je pense à moi, et en effet, I'm a girl, du coup, je transitionne. Et je sors un petit peu de cet univers, et ça me fait tellement de bien, mon Dieu. Enfin, je peux repenser à moi, et antispécisme devient une sorte de préoccupation secondaire qui se retranche seulement dans mon assiette. J'accorde beaucoup plus de temps au flirt. Le flirt qui est le Front de libération intersectionnelle radicale transféminin, qui est un collectif qui a été créé pour répondre à la vague de suicide des personnes trans qui étaient isolées à cause du Covid et du confinement, qui étaient aussi TDS et pauvres, pas de thunes, pas de famille, pas à manger. Du coup, le flirt aide Accept ST, qui a une caisse de soutien à moyen long terme, et le flirt proposait une caisse de soutien immédiate. Genre, tu m'appelles, je te file 15 €, 50 €, enfin ce qu'on peut. Tu as besoin de thunes ou à manger, on te le file maintenant. Alors que l'Accept ST va te demander de remplir un formulaire, ça prend du temps, et les personnes dans l'urgence ne peuvent pas faire ça. Impossible. Du coup, le flirt a été capital. Et en fait, au flirt, on pense beaucoup à la question de l'autodétermination. Parce qu'en fait, littéralement, on se met des seringues dans le derche. Donc, c'est une chose qui est très politisée chez nous. Et je pense que ça a aussi influencé ma théorie trans-antispéciste, de penser qu'en fait, on se faisait une transition un petit peu en soum-soum. Parce qu'en fait, l'autodétermination, c'est aussi un outil de lutte qui sert pour les personnes qui ne sont pas françaises, qui n'ont pas les papiers, qui ne peuvent pas se procurer des hormones de façon aisée, et qui doivent en passer par des fioles d'œstrogène ou de testostérone clandestine. Du coup, ouais, c'est une arme indispensable, qu'on soit communiste, anarchiste, tout ce qu'on veut. Des infox de l'extrême droite qui un peu nous présentent, nous personnes trans, comme l'individu ultime du capitalisme, en fait, parce que on serait... parce que ce serait, alors comment ils disent ça, voilà, on se modèle, on s'auto-modèle en fait, et qui vont nous dire et qui vont nous présenter comme étant en complot avec toutes les industries pharmaceutiques, parce que bien évidemment, les hormones elles sont faites pour nous, elles sont pas du tout faites pour les personnes cis à la base, hein. Et du coup, en fait, qui nous présentent comme forcément anti-écologistes parce que, comme tu l'as dit, on est super égoïste, on pense qu'à la modélisation de notre corps. Et en plus, on utilise, oh là là, des hormones qui vont transsexualiser les crapauds et les poissons. Déjà, le sacrifice de soi dans les luttes, c'est jamais une bonne chose, en général, qu'on soit trans ou cis. Genre, ça fait que les luttes se perdent et que les gens s'auto-brûlent, en fait. Et du coup, en fait, prendre soin de soi en étant trans, éventuellement transitionner, et du coup, en fait, plus largement rejoindre un réseau de soins, on va dire, entre personnes trans. Et du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu développer tout ça sur l'importance de care et du soin entre personnes trans, mais aussi du soin, en fait, interespèce, on va dire, quoi. Le care, théorie féministe qui dit, en gros, pour la faire en des grands mots, qu'il y a tout un aspect du soin qui est fait par les femmes pour les hommes qui est totalement invisibilisé. En fait, des comportements qui sont en fait très genrés, comme le fait de faire à manger, faire le ménage, faire des bisous magiques, enfin tout ce qu'on veut, mais en fait plein de choses qui en fait sont inscrites dans ce travail, enfin ce fameux travail non rémunéré qu'exercent les femmes. Et du coup, les femmes disent, tout ce petit travail du care et d'attention qu'on porte à autrui, nous on le politise et en fait on veut le faire seulement pour nos sœurs, nos frères, nos adelphes, enfin, nos alliés, et les personnes trans pareil, dans le sens où en fait on a envie de prendre soin de la communauté parce que c'est une communauté qui nous est vitale, et on va essayer de questionner quels sont les gestes, les mots, en fait le folklore et les actions à adopter pour prendre soin de nous-mêmes. Et en fait, c'est un truc qui est à la fois thérapeutique pour nous et thérapeutique pour les autres. Donc c'est idéal. Et je pense que c'est un peu pareil pour les animaux. Les animaux, ils ont besoin de notre aide. Du coup, il faut qu'on crée des mobilisations tournées vers les animaux. Elle va créer un sanctuaire, elle va apporter du soin aux animaux, qui dit, voilà, en fait, on recrée une sorte
d'écosystème antispéciste un peu laborantin, mais qui se veut fonctionnel, parce que du coup, on re-questionne la notion de l'espèce, on re-questionne nos relations types qu'on devrait avoir avec les animaux, alors qu'en fait, nos relations qui sont sanctuaires sont totalement hors normes et redéfinissent un petit peu ce que serait une société antispéciste du coup. Mais moi, je dis, en fait, c'est très bien de faire tout ça, c'est très bien de vouloir proposer une image autre qu'un monde spéciste, et un monde qui se veut systématiquement spéciste. Mais comment on fait pour en fait s'organiser contre quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'un sanctuaire, qui est beaucoup plus grand que des simples blocages? Merci à Thorn et Zosha pour leur temps et leur partage d'expérience, et à La Parole Errante pour nous avoir prêté leur studio d'enregistrement.